Bienvenue à tous pour cette émission enregistrée depuis l'UGC de Montigny. Voilà, on va essayer ensemble de voir ce qui va se passer dans les grandes lignes. En 2016, évidemment, l'actualité qui est prévisible, parce que vous le savez, heureusement ou malheureusement, l'actualité est toujours imprévisible, elle nous surprend toujours. Mais enfin, il va quand même y avoir quelques événements dont on peut parler. On va parler de sport, avec la Ryder Cup, avec le cyclisme, avec aussi le football. On va parler de culture, notamment de théâtre et de cinéma. Et on va aussi parler de politique, puisque vous savez que le Saint-Quentin vient de s'agrandir. Donc il y a des événements nouveaux, il y a des problèmes à régler sur l'emploi. Il y a peut-être des problèmes de relations entre la communauté, l'ex-communauté d'agglomération et le département, la région. On va parler de tout ça. Justement, je vous propose, avant de commencer par la politique, de regarder un sujet sur la mise en place du nouveau Saint-Quentin. Michel Laugier a été réélu ce samedi président de la nouvelle agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Rebaptisée simplement Saint-Quentin-en-Yvelines, elle passe de 7 à 12 communes avec l'arrivée de Plaisir, Les Clés-sous-Bois, Villepreux, Coignières et Morpas. L'intercommunalité compte désormais 230 000 habitants. C'est une nouvelle aventure parce que c'est déjà un nouveau territoire. C'est un nouveau territoire avec d'autres enjeux. Regardez tout simplement, aujourd'hui nous avions 3 gares sur le territoire, nous en aurons 7. Nous avons 7 désormais. C'est un grand retour pour les villes de Plaisir, Morpas et Coignières qui avaient quitté en 1984 l'intercommunalité qu'on appelait à l'époque la ville nouvelle. Après 30 ans d'absence, Morpas intègre l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la nouvelle agglomération. Et donc déjà c'est une fierté en tant que Morpasien, parce que j'ai toujours cru dans cette intercommunalité et que c'était le sens de l'histoire, parce que c'est le même bassin de vie, avec pour la plupart des projets structurants. Les 11 vice-présidences ont été accordées aux élus de la majorité. L'économie et l'aménagement du territoire restent la priorité de Saint-Quentin-en-Yvelines. La culture et la santé sont déléguées à des conseillers communautaires. Les 5 villes entrantes héritent de postes importants, à l'exemple de Joséphine Coleman-Sperger qui obtient la première vice-présidence, alors que Plaisir entre à peine dans Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis aussi vice-présidente du département avec 3 délégations importantes. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est là pour couper des rubans, je suis vraiment quelqu'un d'actif et j'essaye véritablement de mettre en place un véritable travail pour l'intérêt général. Un conseil d'agglomération qui ne s'est pas déroulé sans heurts. Les élus de gauche se sont estimés exclus de la gouvernance de Saint-Quentin-en-Yvelines et ont décidé de ne pas siéger et de ne pas voter. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Alors je vous présente Sandrine Gangrand, bonjour. Vous êtes première secrétaire du département du PS, du département des Yvelines et conseiller régional. Michel Laugier, vous êtes président de Saint-Quentin en Yvelines. Joséphine Coleman-Sperger, vous êtes maire de Plaisir. Vous êtes donc une des nouvelles arrivantes dans Saint-Quentin en Yvelines, dont vous êtes première vice-présidente, et Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt, ancien député. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Joséphine Coleman-Sperger, puisque vous êtes la nouvelle arrivée. Est-ce que c'est important pour une ville comme Plaisir d'entrer dans cette communauté de Saint-Quentin-en-Yvelines? Qu'est-ce que vous en attendez? J'aurais plutôt tendance à dire, plutôt que de dire qu'est-ce que j'attends pour Plaisir, je dirais plutôt... Voilà, on vient faire quelque chose à Saint-Quentin. C'est-à-dire qu'on a dans le panier de la mariée, si je peux me permettre, une ville dynamique, surtout en développement économique et commercial. Et je pense que c'est un atout pour l'intercommunalité d'arriver au niveau de cette agglomération, qui est une agglomération de grande renommée, de grande réussite. Et je pense qu'on a certainement quelque chose à faire ensemble. Le regard aussi extérieur et nouveau que nous apportons peut aussi être un atout pour cette intercommunalité qui a 40 ans d'existence et comme je disais, d'ambition encore. Eh bien, on vient apporter aussi la nôtre. Je crois que les 5 villes entrantes sont véritablement dans cette dynamique-là, c'est-à-dire une ouverture pour pouvoir avoir une ambition encore supplémentaire avec nos compétences et nos possibilités. Alors, vous disiez dans le sujet qu'on vient de voir, je ne suis pas là pour couper les rubans. Vous êtes chargé d'ailleurs du projet. Quel va être votre rôle et comment on s'intègre quand même? Parce que les autres villes ont l'habitude de travailler ensemble. Le projet de territoire est quelque chose, je crois, pour avoir échangé avec aussi bien les villes historiques que les villes entrantes, est quelque chose qui est attendu. Un projet de territoire, ça n'est ni plus ni moins qu'une feuille de route tracée pour pouvoir avoir une prospective, enfin quelque chose de, pas uniquement sur les 2-3 années à venir, mais sur les 15-20 ans qui viennent. Et je pense
qu'on est au tournant, je dirais, d'une création par cette intercommunalité nouvelle de cette possibilité de repenser à ce projet de territoire. Donc c'est dans cette dynamique-là que je vais m'occuper modestement, bien sûr, aux côtés de Michel et puis des autres maires, de ce projet de territoire avec une transversalité totale, puisque je crois que les 12 communes sont particulièrement, je dirais, intéressées et attendent cette feuille de route nécessaire. Surtout parce que, comme vous le savez, nous avons des difficultés financières excessivement grandes. On va en parler parce que bien sûr, c'est un des problèmes. Sans vouloir dévoiler ce que vous allez évoquer là-dessus, mais vous dire que justement, on doit avoir cette ambition de pouvoir faire de grandes choses, des choses encore mieux, avec des moyens moindres et très très compliqués, puisqu'aujourd'hui, on nous étrangle un peu. Il faut quand même le dire. On va en parler, oui, parce que ça rend difficile évidemment le rôle des élus. Michel Laugier, justement, cet agrandissement de la communauté, enfin l'ex-communauté de Saint-Quentin en Yvelines, maintenant on dit. Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que ça vous donne une force supplémentaire ? Évidemment, on a vu, démographiquement, il y a plus d'habitants, mais qu'est-ce que ça apporte aux habitants au jour le jour ? Alors, qu'est-ce que ça apporte aux habitants ? Déjà, c'est une continuité pour certains et une nouveauté pour d'autres. Simplement, aujourd'hui, on est une nouvelle agglomération. Voilà, moi, aujourd'hui, j'appuie là-dessus. Nous sommes une nouvelle agglomération. Nous sommes passés de 146 000 à 230 000 habitants. Aujourd'hui, nous représentons 145 000 emplois. C'est-à-dire qu'en région Île-de-France, ça compte énormément, et même en France. Nous avons un territoire aujourd'hui qui est composé donc de ces 12 villes. Nous avons 7 gares. Bientôt 8 avec celle prévue dans le cadre du Grand Paris. Donc on représente un potentiel énorme et toutes les communes aujourd'hui qui font partie de ce territoire ont aussi des capacités encore à se développer. Se développer au niveau démographique, on va encore construire du logement et se développer aussi au niveau économique parce qu'on va encore accueillir de nouvelles entreprises. Et ça, je veux dire, le poids économique est important, surtout depuis que l'État se désengage au niveau des collectivités locales. Il faut bien qu'on retrouve un nouveau périmètre fiscal. En tout cas, c'est cette dynamique virtueuse, que nous souhaitons, en rappelant aussi que nous sommes un territoire universitaire et que le lien qui sera indispensable avec le plateau de Saclay, c'est toute la dynamique nouvelle qu'on souhaite donner sur le territoire du nouveau Saint-Quentin. Alors, on va parler justement de l'économie avec Jean-Michel Foucault dans un instant, mais Sandrine Gangan, alors on a vu tout à l'heure, la gauche, le Parti Socialiste notamment, a refusé, s'est retiré des vice-présidents. Jusqu'à présent, il y avait des vice-présidents de l'opposition. Vous avez préféré vous retirer, pourquoi ? C'est pas qu'on s'est retiré. Non, mais on parle là sous le contrôle de Michel Laugier, c'est qu'on nous a pas proposé de rentrer dans le nouvel exécutif. C'est pas tout à fait pareil. Et on aurait accepté bien volontiers, parce que ça a été rappelé par Joséphine Cosman-Verger. On est sur un projet de territoire avant tout où il y a 12 villes. C'est avant les étiquettes politiques, c'est d'abord 12 villes avec des habitants au service desquels on doit agir, quelle que soit notre étiquette politique. Mais là, on est dans une période de transition de toute façon, et on a voulu marquer aussi que, à notre avis, on rentrait pas complètement normalement dans cette nouvelle ère pour Saint-Quentin. Donc c'était aussi notre manière de marquer notre défiance. Après, la confiance, ça se construit. Donc tout est ouvert. Évidemment que tout est ouvert. Alors, avant d'aborder peut-être les problèmes économiques, parce que c'est la préoccupation principale de tous les Français et des habitants de ce territoire, notamment l'emploi, je voudrais quand même qu'on aborde un problème. Justement, on dit beaucoup qu'en France, il y a un millefeuille administratif énorme. Et là, c'est vrai qu'on a 50 ans d'Yvelines, une communauté d'agglomération, il y a le département, il y a la région. Est-ce qu'on a besoin d'abord de tous ces échelons et comment on joue entre ces échelons ? Juste, je voudrais répondre quand même à Sandrine de Grandgambe pour dire quand même que toutes les communes sont associées à la gestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucune délibération de la communauté d'agglomération ne peut être prise sans la présence de l'ensemble des représentants des villes. La gauche est présente dans le bureau de l'agglomération et bien sûr au conseil. Et bien sûr, la gauche est aussi présente dans l'ensemble des commissions et dans les organismes de représentation à l'extérieur. Donc il ne faut pas non plus avoir un message erroné. Simplement, c'est uniquement le problème aujourd'hui des responsabilités au niveau des vice-présidences. Sinon, sur tout le reste, les choses se sont partagées. Et d'ailleurs, il y a un conseil des maires qui va toujours se mettre en place et qui associe l'ensemble des 12 maires
sur les grandes orientations stratégiques de 50 ans en Yvelines. Pour revenir à votre question maintenant, simplement c'est dire que nous, vous savez, nous sommes des élus locaux et c'est vrai qu'on est déjà habitué depuis longtemps à travailler commune, intercommunalité. Donc c'est vrai que ce couple-là, maintenant, il est indissociable et il fonctionne bien et on va essayer qu'il fonctionne encore mieux avec les villes qui nous rejoignent, qui n'ont pas forcément la même culture que nous, mais je pense que ces villes-là demandent. Je vous rappelle quand même déjà que ces villes souhaitaient rejoindre le périmètre de Saint-Quentin il y a déjà quelques années dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale. Donc on a perdu quelques années, c'est bien ce que j'avais dit à un moment donné, mais aujourd'hui c'est fait et il y a une volonté vraiment partagée. Ensuite, après, il y a les compétences qui sont données. Mais ça, après, c'est au niveau législatif que les choses se font. Il y a un département qui est aussi indispensable dans le lien, parce que l'action sociale, par exemple, ça dépend du département. Et là aussi, il faut qu'il y ait une proximité. Et puis, il y a la région Île-de-France et le poids de cette région. Alors, en plus, vous savez qu'on attend beaucoup depuis cette alternance. Et on attend beaucoup de Valérie Pécresse pour qu'elle travaille encore plus avec les collectivités des Yvelines. Et donc, là-dessus, on voit que les rôles sont très, très partagés. Mais c'est vrai qu'il faudrait revenir surtout à ce qu'il y ait des compétences précises pour chaque niveau de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de compétences croisées. Croisées, ouais. Exactement. Jean-Michel Faurouz, par exemple, c'est vrai que là, on entend, par exemple, qu'il y aurait peut-être une fusion entre le département des Yvelines et les Hauts-de-Seine. Il y a des projets comme ça. Il y a la région avec une nouvelle présidente. Est-ce que tout ça peut s'harmoniser facilement ou est-ce que, comme le dit Michel Laugier, il ne faudrait pas quand même définir les compétences et peut-être supprimer un échelon ? Vous qui voulez faire des économies et bien utiliser l'argent public. Sur l'économie, aujourd'hui, vous avez vu, on a des très belles boîtes dans Saint-Quentin, indiscutablement. Il faut d'abord se centrer sur un univers mondialisé. Si vous voulez aider ces entreprises à se développer, si vous voulez... Donc aujourd'hui, de toute façon, il faut voir grand. Voir grand, c'est bien sûr voir d'abord l'Europe. Est-ce que l'Europe peut nous aider dans nos projets ? Est-ce que le gouvernement aussi ? Est-ce que... Bien sûr, l'arrivée de Mme Pécresse impacte considérablement, bien sûr, nos projets, bien sûr dans le bon sens pour moi en tout cas. Le département, comme le dit Michel Laugier, bien sûr. Donc il faut que toutes ces organisations fonctionnent ensemble. C'est déjà un élément très important pour faire gagner Saint-Quentin demain. Et puis en même temps, il y a une question de culture. Il faut aussi que tout le monde comprenne que la mondialisation, il faut l'accepter. Déjà, il y a ceux qui l'acceptent, ceux qui la combattent. Il faut aussi se mettre d'accord. Si on veut vraiment relancer l'économie, je vous rappelle qu'on a un taux de croissance quasiment autour de 3 sur les 4 dernières années. Les Anglais, c'est 5 fois plus. Donc de toute façon, la concurrence, ça existe aujourd'hui. Donc demain, encore plus, on doit travailler en équipe aux différents étages que nous avons. Et d'abord, on doit faire évoluer la culture française. On doit faire re-rentrer des capitaux qui doivent s'investir sur les plus belles boîtes, les start-up que nous avons. On a un maillage de génie dans cet espace qui est extraordinaire. Donc il faut que les chercheurs reçoivent des soutiens. En ce moment, il y a une chute des soutiens. Il faut qu'on renforce les soutiens pour nos chercheurs qui travaillent avec nos PME. Il faut qu'on aide les différentes étapes du petit qui arrive, qu'on ait à définir son prototype jusqu'à celui qui, bien sûr, commence à dépasser les 50 personnes. Donc vous voyez, il faut que tous ces étages, il faut les alimenter. Tout ça avec les partenaires dont nous avons parlé. Donc c'est quand même un maillage. Et je pense que c'est la subtilité de ce maillage qui va faire qu'on va passer encore à l'étape supérieure et qu'on va réussir, notamment l'université du futur qui rentrerait dans le top 20 mondial de Shanghai, et puis en même temps ce PIB de ce territoire qui doit rester un très bon exemple, qui doit être renforcé. Mais attention, on dépend de ce maillage. C'est la qualité de ce maillage et le national. Bien sûr, le national aussi, le gouvernement aussi a son rôle à jouer. Il faut bien sûr alléger la fiscalité pour refaire revenir les capitaux dont nous avons terriblement besoin. Il faut simplifier bien sûr la vie des entrepreneurs, notamment ce code du travail que vous connaissez, on en parle toute la journée. Vous savez, vous êtes bloqué, vous avez un plafond à 35 heures, vous n'avez pas le droit de travailler plus de 35 heures en France, vous n'avez pas le droit de travailler moins de 24 heures. Après, vous avez des murs à l'intérieur, vous avez la pénibilité, etc. Vous avez 400 000 réglementations qui s'abattent aussi essentiellement sur l'entreprise. Donc il faut asphyxier tout ça, et si on arrive à faire tout cela, je peux vous dire que la France, Saint-Quentin doit être le laboratoire un accélérateur de croissance, un modèle en France, il peut l'être à condition, bien sûr, qu'on modifie un certain nombre de choses. Alors, un des facteurs de cette excellence en Saint-Quentin, c'est l'incubateur qui va être créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'attirer des nouvelles entreprises, des jeunes entreprises, des start-up?
Alors d'abord, quand vous avez une idée, hein, c'est rien de rien, on peut avoir des idées, c'est bien, mais avant d'arriver à l'entreprise, voilà. Bon, donc il y a 2 ans, vous prenez le gars, vous le mettez dans un incubateur, vous l'aidez à conceptualiser, à faire son prototype, même de service. Vous l'aidez à chercher des partenaires, hein, parce que tout seul, bon voilà, et vous l'aidez à trouver des talents. Le premier talent d'un dirigeant, ça doit être de trouver des talents autour de lui. Donc tout ça, il ne sait pas. Donc il y a 2 ans de maturation de son projet, de trouver un banquier, de trouver bien sûr, il faut une entreprise, c'est la rencontre entre une idée, un gars qui a de l'argent, du capital, un gars qui a un réseau commercial, un gars qui sait produire. Donc vous voyez, l'aider à faire monter ce tour de table, et ça peut durer entre 1 an et 2 ans, et après on le passe à Othman Nesrou, chez Promopole, où là il y a un peu plus de place, où c'est une autre phase de maturité, et la 3e phase, on le reprend en main et on lui trouve des locaux dans, bien sûr, le territoire de Saint-Quentin. Voilà les 3 phases pour dynamiser nos jeunes entrepreneurs. Un mot sur votre fonction, au fond, parce que vous le disiez tout à l'heure, au fond, bon, il y a beaucoup moins d'argent, l'État n'a plus d'argent. Donc, qu'est-ce que c'est votre rôle aujourd'hui, le rôle des élus? C'est de gérer la pénurie? Juste, si vous permettez, parce que vous aviez posé quand même une question précise, c'est est-ce qu'il y a un échelon de trop dans le millefeuille. Alors, oui, moi, pardon, voilà. Oui, non, mais allez-y. Pour le coup, moi je peux peut-être le dire, parce que je ne suis pas comme mes collègues conseillers départementaux, mais je pense qu'en Ile-de-France, les départements sont de trop. Et je pense que le gouvernement a fait une erreur en n'allant pas jusqu'au bout de sa logique. Je conçois qu'il faille garder des départements dans des zones rurales. En Ile-de-France, on a la métropole, on a la région, et on va avoir des grosses intercommunalités. Je pense que Saint-Quentin, en fait, est dans une étape intermédiaire, parce que c'est un territoire qui a vocation à s'élargir. On avait eu ce débat sur le plateau de Saclay. Forcément, on aura une agglomération qui sera à un moment donné plus conséquente que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc pour moi, le département est de toute façon de trop, et on voit bien de dépassé, aujourd'hui les difficultés qu'il a à assumer son rôle. On parliez de pression fiscale, je crois que vous avez, peut-être pas vous, mais voté l'augmentation des impôts de manière très forte sur le département. Et il y a des services publics qu'il faut maintenir, qu'ils ont du mal visiblement à maintenir, et on est dans une période qui, je ne dis pas que c'est simplement le cas du département des Yvelines, mais il y a un vrai souci. Et dernière chose que je voulais dire, parce que ça, dans le vocabulaire, c'est pas neutre et c'est pas tout à fait le même sujet, mais M. Fogous parlait des gars. Quand on parle entrepreneur, il y a aussi des filles. C'est pas faux. Mais enfin, le mot gars était un terme générique, je suppose, dans votre bouche. Il y a 6,5 millions de chômeurs, hein, je le rappelle. Il y a des choses importantes aujourd'hui. Les mots, c'est important, mais il y a 6,5 millions de chômeurs. On va peut-être passer aussi aux choses vraiment... voilà. Justement, est-ce que sur les départements, vous pensez qu'à terme, il va falloir les supprimer ou pas? Écoutez, si vous voulez, pour le moment, ce qui se passe, c'est que nous avons plusieurs niveaux de responsabilité. Moi, je dis, déjà, il faudrait une clarification dans les compétences et qu'on ne marche pas toujours sur les mêmes plates-bandes en fonction du département, de la région. Il faut être à l'évidence aujourd'hui, il y aura forcément une structure en trop. Et c'est bien évidemment, il va falloir qu'on y travaille autrement, ou alors il faut avoir d'autres ambitions pour les territoires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup à un rapprochement avec le département des Hauts-de-Seine. C'est pas acté. Aujourd'hui, on va travailler ensemble déjà pour savoir comment on peut faire, comment ça pourrait... Voilà, Jean-Michel parlait d'expérimentation. Ben, nous aussi, nous en sommes là au niveau des départements pour essayer aussi de trouver notre oxygène. Parce que Sandrine oublie de dire quand même que si le département des Yvelines est obligé d'aller vers une augmentation significative de la taxe foncière, c'est tout simplement parce qu'il y a un désengagement historique de l'État. C'est 140 millions en moins, c'est-à-dire que la dotation... 140 millions en moins, oui. 140 millions en moins en 3 ans, c'est-à-dire que on va perdre toute notre dotation générale de fonctionnement. Au niveau du département des Yvelines, on n'aura plus dans 2 ans de dotation générale de fonctionnement. Et en plus, comme c'est un département qui a été bien géré, qui est peu fiscalisé, donc au niveau du gouvernement, on se dit ils ont les capacités, eux, de pouvoir augmenter leurs taxes, puisque les taxes sont plus basses qu'ailleurs. C'est-à-dire que c'est la double peine, puisque aujourd'hui, si vous gérez bien, vous êtes pénalisé. Donc c'est un petit peu cette injustice-là aussi qu'il faut dire, mais on n'a pas d'autre choix en tant qu'élu qu'on soit maire.
qu'on soit conseiller départemental ou qu'on soit dans une intercommunalité, on est soumis exactement à la même problématique, et on a la même problématique au niveau de notre intercommunalité, puisque nous devons faire mieux, ou au moins aussi bien, avec beaucoup moins de... Voilà, on a des charges qui sont de plus en plus élevées, mais par contre, on a des recettes qui sont de moins en moins élevées. Donc je peux dire qu'on a une équation qui est de plus en plus difficile, et aujourd'hui, nous sommes des élus. Notre rôle aujourd'hui, c'est de savoir dire non, et de savoir expliquer pourquoi nous disons non. Parce qu'être élu, quand il ne faut dire que oui, ça c'est très facile. Ben, nous, aujourd'hui, c'était peut-être le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase des élus qui doivent dire non. Est-ce que c'est plus grisant ou est-ce que c'est plus frustrant d'être élu aujourd'hui ? En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Mais par contre, là, c'est vrai que c'est un véritable rôle d'élu. On doit faire des choix. Et des choix souvent difficiles à faire, et pas forcément des choix que l'on aime faire dans ces conditions-là. Ça va évidemment influer le projet. Le manque d'argent, évidemment, va avoir une influence sur le projet de Saint-Quentin. Automatiquement, bien sûr. Quels sont les choix ? Est-ce qu'il y a des choix comme ça dont vous dites c'est évident qu'il faut couper dans telle ou telle dépense ? Non. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire qu'il y a des choix qui sont des évidences. Il y a des compétences obligatoires, comme le rappelait le président, et puis il y a ce qu'évoquait Jean-Michel Fourgousse sur le développement de l'emploi, et puis de l'économie, qui est la base même, je dirais, de tout enracinement de quelque chose d'ambitieux sur un territoire. Si on n'a pas ça, c'est pas le nerf de la guerre, on ne pourra pas fonctionner, c'est une évidence. Je reviendrai un tout petit peu, si vous le permettez, à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur justement les strates. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est véritablement dans ces réflexions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'attend pas de l'État qu'il mette en place une réforme territoriale pour nous dire quelle est la strate qui va disparaître. Aujourd'hui, on est véritablement en accroche avec la région, et pour cause, avec Valérie Pécresse. On est aussi, nous, on travaille sur l'intercommunalité, les collectivités, le département, pour justement se regrouper, se mettre ensemble, pour voir qu'est-ce qu'on doit faire déjà à ce niveau-là, avant même que l'État puisse prendre une décision claire et nette sur la réforme territoriale qui n'a jamais été faite depuis de nombreuses années et qu'on attend désespérément. Mais nous, je peux vous dire qu'on travaille là-dessus. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour savoir comment on va pouvoir réformer les choses à notre niveau avec ces différentes strates pour trouver des sources d'économie et de fonctionnement pour faire mieux avec moins, comme vous le disiez. Donc on devient de vrais gestionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élus locaux doivent jongler avec cette proximité nécessaire, absolument nécessaire, que la population attend, puisque ces strates automatiquement augmentent l'éloignement de la population. Donc il faut retrouver cette proximité, c'est-à-dire cette écoute, et en même temps avoir ce côté gestionnaire qui fait que, à la limite, on est pratiquement des chefs d'entreprise parce qu'on est obligé de gérer nos problématiques financières et de faire des prospectives à long terme. Donc tout ça, le projet de territoire s'y appuiera, bien sûr, et puis toutes les actions qu'on va faire au niveau des différentes activités sur le territoire. Justement, Sandrine, quand on entend dire, voilà, les élus maintenant, c'est des gestionnaires, est-ce que, au fond, l'engagement politique passe pas au deuxième plan ? Non, je crois justement que ce que vient d'expliquer aussi bien Michel Locher que Joséphine Cosman-Berger, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, encore plus qu'avant, les choix qui vont être faits sont primordiaux. Qu'on continue sur la lancée avec le président actuel ou un autre ou un président de droite en 2007, on sait que ça sera de toute façon financièrement soit pareil, soit encore pire. Donc la question, c'est effectivement la question des choix. Et c'est là où on peut avoir des divergences en fonction des appartenances politiques. On l'a vu sur le dernier budget où nous, on considérait qu'il fallait absolument ne pas lâcher des secteurs comme la culture, notamment la culture, tout le tissu associatif. Voilà, c'est des débats que l'on peut avoir. On en parlera tout à l'heure dans l'émission. Mais au contraire, c'est donc parce que il y a besoin d'avoir des propositions claires que peut-être plus que jamais, on est devant des choix politiques. Et vous disiez que sur la réforme territoriale, elle n'a pas eu lieu. Moi, si, elle a eu lieu, puisque l'agrandissement de Saint-Quentin, c'est le résultat justement des lois que le gouvernement a fait voter, la loi MAPTAN et la loi NOTRe. Par contre, là où je suis critique, c'est que je pense qu'effectivement, il n'est pas allé assez loin dans sa réflexion. Mais on a bien une réforme territoriale qui est en marche. Après, il faut du temps. Et c'est là où peut-être que nos concitoyens ont encore plus de mal que nous. Nous, c'est déjà pas toujours très simple. Mais alors, pour les concitoyens, j'imagine que pour se repérer, c'est pas évident.
Un mot, Jean-Michel Forgousse, quelque chose qui fait aussi éclater les strates géographiques habituelles, c'est le plateau Paris-Saclay, au fond, qui est tout proche d'ici, dans lequel le territoire est partie prenante. Alors écoutez, d'abord, je veux dire simplement que sur ces cumuls de strates, là, à quoi sert le Grand Paris, on n'a toujours pas très bien compris, cela dit. Bon, mais c'est pour ça, oui, il y a la région, il va y avoir le Grand Paris. On parle de fusion entre départements. Deuxièmement, moi je veux faire passer un message, c'est qu'attention à ce mythe de l'interco. Vous savez, en France, on est un pays extrêmement centralisé, extrêmement économie administrée, voilà. Et alors, on n'arrête pas de nous faire croire que c'est en créant de nouvelles strates qu'on va régler les problèmes. En fait, le résultat des intercos, c'est que plus on les fait grossir, plus les élus sont dépouillés de leur pouvoir. Et plus l'administration s'empare du pilotage. Et ça, c'est une logique très franco-française, très administrative, c'est de l'économie administrée. Et donc, attention, il faut laisser de la liberté aux élus. Je vous rappelle que le mandat, il y a un sondage qui sort où le maire est au top. Oui, c'est la fonction préférée. Voilà, Français, et l'élu national, et voire le président, est au plus bas. Bon, voilà, pourquoi ? Parce que on demande un état de proximité. Maintenant, sur votre question sur Paris-Saclay, bon, bien sûr, tout le monde a compris que vous êtes dans une zone exceptionnelle, puisqu'on a été classé par le MIT dans les 8 zones mondiales de l'innovation. D'ailleurs, on est très content d'avoir le crédit impôt recherche, cela dit au passage, parce que c'est aussi avec cette protection du crédit impôt recherche qu'on a pu garder nos chercheurs. Sinon, avec la fiscalité de massacre qu'on a eue, ils allaient partir. Donc c'est bien, on a gardé nos chercheurs, on a les plus belles entreprises. Donc, bien sûr, Paris-Saclay, c'est donc l'espace exceptionnel mondial, dans les 8 exceptions mondiales. Et là, effectivement, de faire travailler les chercheurs, les plus grandes écoles, HEC, Polytechnique, toutes les plus belles établissements d'enseignement supérieur que nous avons, bien sûr, c'est un enjeu exceptionnel. Avec les plus belles boîtes, parce qu'ici, il y a souvent les plus belles boîtes. Du côté de Saclay, vous avez beaucoup de laboratoires. Donc, de faire travailler en synergie ces gens-là, alors à condition qu'on trouve de l'argent. Je vous le dis, c'est pour ça qu'il faut chercher de l'argent à l'Europe. Il faut aussi rétablir une fiscalité normale. On a une fiscalité normale en France. On est plus compétitif. Donc il faut le redevenir pour faire venir massivement le capitalisme. Il faut se réconcilier avec le capitalisme une bonne fois pour toutes. Sinon, on ne gagnera pas. Cette zone, on peut la rendre exceptionnelle à condition qu'on nous laisse faire venir des capitaux, faire venir des talents. Par exemple, on a besoin aussi de, bien sûr, les universitaires, les grands chercheurs, les grands profs, ils viendront parce que demain, on sera un campus de 70 000 personnes. Donc c'est ça Paris-Saclay, c'est 70 000 personnes. Et là, vous pouvez faire venir l'élite de l'élite. Et c'est comme ça qu'on gagne. C'est par le haut qu'on gagne. Et le bas, il monte tout seul après. Mais c'est par le haut. Vous faites d'abord venir ceux qui savent, ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui ont des moyens. Je vous rappelle que la croissance, c'est du capital, du travail et de l'intelligence. Le capital, c'est pas terrible, la fiscalité en France. Deuxièmement, le travail, c'est pas terrible avec les 35 heures, avec la pénibilité, avec toutes ces conneries. Par contre, l'intelligence, il faut le reconnaître, c'est pas mal. On a su quand même protéger, même les socialistes, la seule chose qu'ils aient compris, c'est peut-être ça, encore qu'il a fallu se battre pour défendre le crédit impôt recherche, mais effectivement, on a une fiscalité sur l'intelligence qui est pas mal, donc il faut la protéger. Mais si on arrive à redresser un peu tout ça, effectivement, cette zone peut être la Silicon Valley. Demain, vous pouvez avoir le Harvard français. On peut être capable de créer le Harvard français dans cette zone-là, oui. Alors, à moins que vous vouliez répondre... Non. Enfin, on a l'habitude de ces débats qui ne sont pas très intéressants. Juste sur là où on a un accord, c'est qu'effectivement, ce territoire, il est absolument essentiel. Et c'est pour ça que nous, on avait défendu dans un premier temps une intercommunalité qui englobait le plateau de Saclay. Parce que, vous l'avez évoqué, il n'y a pas de coupure. La coupure départementale avec l'Essonne n'a pas de sens. Et on est bien sur des territoires qui vont travailler ensemble. C'est pour ça qu'on voit bien qu'on est sur des découpages qui ne correspondent plus à rien. Un mot alors, pour conclure sur le territoire, justement, parce que vous disiez, il y a des chances exceptionnelles quand même. C'est un territoire qui est quand même dans une situation plus favorable que le reste de la France, ne serait-ce qu'au point de vue, il y a un peu moins de chômage, etc. Alors, avec les difficultés quand même, parce qu'on est dans une situation qui est difficile, est-ce que vous êtes tous, les uns et les autres, plutôt optimistes ou vous dites que ça sera dur ? Si on est élu, c'est qu'on est optimiste. Ça, c'est la première chose. Parce que, en plus, je reviens à tous les propos qui ont été tenus par mes collègues là, à l'instant. Le maire est à portée d'engueulade. C'est l'élu local le plus proche. Voilà. Donc, c'est nous aussi qui devons donner le bon tempo à notre population. Donc déjà, si on est élu local,
on a envie de se battre et donc on est optimiste. Et moi en plus, aujourd'hui, dans cette nouvelle intercommunalité, dans sa nouvelle configuration, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des arrivants et moi j'en suis très heureux parce que c'est une volonté commune que nous avons de réussir ce nouveau territoire. Chacun a ses atouts et on réunit ses atouts. C'est vrai qu'aussi, il n'y a pas que des atouts. On a 40 000 personnes aujourd'hui qui sont dans des quartiers politiques de la ville. Mais c'est aussi notre rôle, notre action. Mais c'est vrai que c'est en trouvant de nouveaux périmètres fiscaux, de nouvelles richesses, qu'on va pouvoir encore aider beaucoup mieux les autres. En tout cas, nous, notre volonté, c'est d'être performants dans toutes les compétences qui sont les nôtres. Et je peux vous dire qu'on a de l'ambition dans chacune des communes, chacune des 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines. On sait qu'on a aussi beaucoup de projets. Je travaillais hier avec le maire de Manille-les-Hameaux aussi sur un développement économique potentiel. J'avais ce matin le maire de Guyancourt et on parlait justement de la ligne 18 et de la gare qui pourrait se trouver donc sur Guyancourt. Donc vous voyez, on travaille chaque fois qu'on se voit, c'est vraiment pour évoquer l'avenir dans les meilleures conditions parce qu'on est toujours un territoire attractif. Et je veux dire, chaque commune peut en témoigner. On est souvent sollicité par des promoteurs pour construire, par des promoteurs aussi qui veulent installer des entreprises sur notre territoire. Et puis surtout aussi, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être en relation directe avec le département, avec le conseil régional pour l'aménagement des routes. Et l'État nous suit plus ou moins, mais en tout cas est toujours attentif à la parole portée par Saint-Quentin-en-Yvelines. Peut-être. Alors, juste un mot, mais d'actualité. La démission de Christiane Taubira, c'est plutôt une cohérence pour le gouvernement ou plutôt une mauvaise nouvelle pour vous? À titre personnel, moi j'ai eu l'occasion de la rencontrer quelques fois. C'est une femme absolument extraordinaire parce que voilà, une femme de culture. C'est pas souvent qu'on voit des hommes et des femmes politiques capables de citer dans le texte René Char ou Aimé Césaire. Mais après, voilà, il faut être cohérent en politique. Je crois qu'elle avait trouvé plus sa place, donc c'est plutôt bien pour elle qu'elle soit sortie. Et juste parce que sur est-ce que c'est dur ou pas dur, oui. Excusez-moi, je change de sujet. Non, pardon. Mais j'ai en commun avec un de vos chroniqueurs d'être sur Trappes, d'être élu à Trappes. Oui. Et quand on a une population, parce qu'on a parlé entreprise, etc., mais il y a aussi des habitants, on a une population très jeune à Trappes et on a une population qui est pleine de talents. On le voit aussi dans l'actualité régulièrement. Et franchement, quand vous êtes au contact de ces gens-là, ça donne la pêche pour continuer. C'est bien. Jean-Michel Forgousse, vous l'avez lu ? C'est le livre de Sarkozy, hein? Non, pas encore, mais ma femme est en train de le lire, je crois. Et donc, vous êtes d'accord? On se partage les... Non, mais dès que je peux le lire, je vais le lire. Oui. Justement, les primaires, ça ne va pas vous séparer les uns et les autres? Bon, écoutez, les primaires, c'est un choix qui a été fait démocratiquement. Vous savez, souvent, d'ailleurs, quand la droite fait des primaires, on est divisé. Quand la gauche fait des primaires, c'est de la démocratie. Bon, voilà. Si on pouvait d'ailleurs revenir un peu à un vocabulaire, vous voyez, qui soit le plus. Je ne sais pas ce que vous avez dit, hein, mais j'entends souvent ça. Écoutez, moi, je trouve ça très sain qu'on désigne. Chacun défendra son point de vue, son programme. Voilà. Donc, mais non, simplement, tout à l'heure, sur ce que j'entendais tout à l'heure, quand même, c'est que. Bien sûr qu'on vit quand même un moment difficile. En fait, on va quasiment avoir une baisse de 20 à 30% de nos moyens dans les collectivités. Enfin, c'est bien sûr une situation extrêmement grave. Hein. Madame Grand me disait tout à l'heure qu'on a augmenté les impôts. On a simplement appliqué l'impôt Hollande. On n'augmente pas ou on ne baisse pas. On applique simplement les transferts d'impopularité fiscale, comme on dit. Mais moins 20%, moins 30% sur le budget de fonctionnement, c'est énorme. Donc, on risque d'avoir une baisse de 20% de notre service public. Donc, on va peut-être, vous imaginez, on est dans des hypothèses où on va baisser, peut-être, il y a des gens qui vont fermer des écoles, des piscines, des crèches. Donc, faut bien rappeler qu'on est dans une situation. Et deuxièmement, au niveau économique, puisqu'il y a aussi les questions, au niveau économique, attention, vous entendez souvent parler du décrochage économique. Alors, est-ce qu'on sait ce que c'est? Le décrochage économique, c'est simple, c'est très simple. Vous avez 45% de dépenses publiques en Allemagne et vous en avez 58% en France. Si on ne règle pas ce problème-là, de toute façon, là, ça va mal se passer en France. Et économiquement, on ne pourra plus rien faire parce que vous ne pouvez pas rester, votre boîte ne peut pas rester quand vous avez 13 points de décrochage économique. Donc de toute façon, on est tous obligés de se pencher. C'est pour ça que votre question sur bien sûr les successions de structures, elle est centrale.
alors j'ai oublié votre dernière question. C'est pas gentil là. Non. Et puis attendez, j'avais aussi entendu une chose, c'est que par exemple pour Trappes, c'est bien ce que vous faites. Il se dit, il y a 3900 chômeurs à Trappes. C'est un record dans l'histoire de Trappes. Donc on doit s'emparer de ça. La mesure qui a été la plus créatrice d'emploi à Trappes, c'est la zone franche urbaine, c'est-à-dire de baisser la fiscalité pour attirer les entreprises. Ça avait créé 1000 emplois marchands, 1000 emplois publics. Et je veux dire, j'en étais à l'origine de cette mesure. Mais cela dit, aujourd'hui, c'est une catastrophe. On a 3900, ces jeunes, on doit s'en occuper. Vous avez parlé des jeunes, c'est fondamental. On doit trouver de nouveaux dispositifs et pas des tuyauteries là, qu'on finisse plus de démagogie et d'opérations de com, des vraies mesures qui donnent envie aux entreprises, qui est adaptée bien sûr au développement de l'entreprise. Il faut trouver un moyen, tous ensemble, il faut qu'on sorte Trappes de cette situation parce que c'est pas durable. Merci à tous les quatre, parce qu'on a d'autres sujets à aborder. Merci à tous les quatre. On va parler maintenant de sport, on va parler de cyclisme, on va parler de football, on va parler aussi de golf. Et je vous propose de voir un sujet justement sur les travaux qui sont faits sur le parcours de l'Albatros en vue de l'accueil de la Ryder Cup en 2018. La Ryder Cup 2018 se prépare dès maintenant au golfe national de Saint-Quentin en Yvelines. D'importants travaux de rénovation ont été entrepris sur le parcours de l'Albatros depuis le 16 juillet dernier pour accueillir la Coupe du Monde du golf. Plus d'une centaine d'ouvriers et jardiniers ont investi les greens pour améliorer les 18 trous et l'accueil du public. Là, on a travaillé à des petites améliorations sur des greens ou sur des départs pour que vraiment les sportifs puissent s'exprimer au mieux. Mais on a aussi beaucoup travaillé pour la qualité de l'accueil du public, en faisant des routes et des plateformes qui vont permettre au public de circuler, de voir le golf. C'est que le golf, on a une chance, c'est qu'on peut aller au plus près des athlètes, et au plus près des sportifs pour les voir. Donc, et on sait qu'on aura énormément de public ici. Les 200 000 spectateurs attendus à Guyancourt pour la Ryder Cup pourront également observer un parcours plus visuel avec une dizaine de nouveaux bunkers. Des points d'eau vont également être créés sur le site. Il y a eu des changements, il y a changement déjà du 11 parce que c'était un trou qui manquait un peu de caractère et on avait besoin d'un endroit pour stocker de l'eau. Donc déjà 2 bonnes raisons pour le faire. Et puis les 2 autres changements qui vont être remarqués, c'est le green du 1 et le green du 16, mais qui ont été rendus plus justes pour le joueur, mais aussi plus faciles à gérer lors d'un gros événement. Voilà. Donc sinon, il n'y a pas de changement notoire. Et déjà, c'est difficile. Les travaux de rénovation devraient s'achever en avril 2016. Les golfeurs pourront jouer à nouveau sur l'Albatros à partir de décembre, mais ce sera sur un parcours réduit avec seulement 9 trous. Bonjour à tous les trois. Alors, Moustapha Larbaoui, bonjour, président du Football Club de Trappes et Yvelinois de l'année. Hein, vous avez été élu Yvelinois de l'année, c'est pas rien. C'est pas rien, en effet. Voilà, très bien. Arnaud Courtier de la Fédération française de cyclisme. Bonsoir. Et Philippe Pilato du Golf National. Alors, on vient de voir, on va peut-être commencer par vous, puisqu'on vient de voir ce sujet. Ça implique beaucoup de travaux d'accueillir la Ryder Cup, parce que le parcours était déjà formidable, mais évidemment, il faut quoi? Accueillir du public, le rendre plus simple, plus difficile, le parcours? Bonsoir Patrice. En fait, la Ryder Cup, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gros événement. C'est le 3e événement sportif le plus suivi après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Donc c'est beaucoup de visibilité, c'est effectivement beaucoup de spectateurs parce qu'on s'attend à accueillir près de 250 000 spectateurs sur 3 jours. Et effectivement, par rapport à cela, il y a un aspect accueil où on crée, par le biais des travaux, des routes pour pouvoir faire passer les spectateurs, des zones d'hospitalité où on est en train de créer près de 30 000 m² de zones d'hospitalité. Il y a le deuxième penchant qui est la partie parcours où on a fait de gros travaux, on va dire sous terre, avec des travaux de drainage, des travaux d'arrosage. De drainage, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir faire tenir le tournoi sur les 3 journées qui nous seront données. Et ce tournoi va se dérouler sur le premier week-end du mois d'octobre de l'année 2018. Donc, si on a de fortes pluies, il faut quand même que les joueurs puissent quand même pratiquer et qu'on fasse pas comme ça s'est
déroulé au Celtic Manor au Pays de Galles, qu'on ne repousse pas le tournoi et le dernier tour sur la journée du lundi. Et après, le troisième point, c'est il y a eu effectivement, comme le disait le directeur du golf, des travaux sur le côté un peu esthétique. On a reconfiguré certains greens, on a reconfiguré certains trous qui ont vraiment un aspect beaucoup plus challenging, on va dire. Et voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus pour alors, je suppose qu'il y a déjà beaucoup de monde qui vient voir du monde entier, non, le parcours du golf national. Actuellement, on est en travaux. Actuellement, alors il est en travaux. Mais alors, on est très sollicité. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes de joueurs étrangers. On l'a vu avant la fermeture du parcours. Le parcours a fermé le 19 juillet de l'année 2015. Et on a vu avant la fermeture du parcours un engouement extraordinaire de joueurs qui venaient. On avait des Italiens, des Espagnols, des Américains. Ça venait vraiment à travers le monde, des Asiatiques aussi qui venaient beaucoup jouer sur le site. Et là, on a beaucoup de demandes pour la réouverture du parcours. Et là, vraiment, à partir du 1er mai, parce que c'est la date officielle de réouverture du parcours, le parcours sera plein. Ça va être compliqué d'y aller. Il va être ouvert jusqu'à quand? Presque jusqu'à la Ryder Cup, ou il va fermer 1 ou 2 mois avant, non? Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que normalement, il devrait fermer 1 mois avant la Ryder Cup, c'est-à-dire qu'il devrait fermer le mois de septembre précédent 2018, précédent la Ryder Cup, de façon à le préparer au mieux pour l'accueil des 24 meilleurs joueurs mondiaux. Et après, il ferme. On a la chance également d'accueillir chaque année l'Open de France, qui est également un tournoi qui sera là cette année, évidemment. Oui, cette année en plus, c'est une année... Sur le nouveau parcours, donc, sur le parcours de la Ryder Cup. Oui, ça sera la première fois qu'on jouera le parcours dans la configuration, on va dire, Ryder Cup. Et en plus, c'est une année un peu particulière parce que c'est le 100e Open de France. Et il faut rappeler que l'Open de France, c'est le plus vieux tournoi d'Europe continentale. Donc il y a une vraie culture golf en France. C'est un vieux sport pratiqué en France. Et donc 100e Open de France, donc en plus avec des points plus importants pour les joueurs. Donc et avec des joueurs français qui peuvent gagner, ce qui comme du Buisson. On a des joueurs français qui ont gagné et on a des joueurs français qui, il faut rappeler qu'on a quand même 14 joueurs français qui jouent au top sur le circuit européen. Donc on a quand même 14 joueurs. Donc on a 14 potentiels. Effectivement, et donc quelques-uns seront peut-être dans l'équipe de la Ryder Cup, en tout cas. On a Victor Dubuisson qui était à Glen Eagles en 2000, il y a 2 ans. Et là, maintenant, cette année, on a encore Victor qui est dans les points pour faire partie de l'équipe, tout à fait. Et sur les habitants du territoire, est-ce que vous sentez comme ça un engouement qui monte, que cette annonce de la Ryder Cup a provoqué une envie de venir voir, de venir se renseigner, de savoir ce qu'est le golf, peut-être de jouer? Alors pour l'instant, on n'a pas encore énormément de communication à ce niveau-là, sur la Ryder Cup, mais on a les maires qui nous sollicitent, et ça, je trouve ça très bien, déjà en amont, de façon à justement sensibiliser les chefs de cabinet, les membres des mairies, à ce que va être la Ryder Cup. Et je pense que par ce biais-là, si chaque mairie fait ce travail de communication auprès des riverains, on aura vraiment un vrai intérêt, parce que la réussite de la Ryder Cup passe bien évidemment par une bonne organisation du tournoi, mais je pense qu'aussi ça doit passer par un engouement et par une participation des riverains à la fête et à cette fête du golf. Et après, on a organisé en 2015 des journées portes ouvertes, notamment avec la communauté d'agglomération, on a jumelé ça avec les journées du patrimoine. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a eu beaucoup de personnes et de locaux qui venaient pour se renseigner sur ce qu'était le golf national. Donc on sent effectivement, Patrice, un engouement on va dire des riverains proches sur le golf. La Ryder Cup peut-être pas encore, mais déjà le golf c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez besoin de gens qui viennent vous aider, de bénévoles par exemple? Oui, les bénévoles, il va falloir beaucoup de bénévoles, effectivement, parce que la Ryder Cup, comme je le disais tout à l'heure, c'est 250 000 spectateurs sur 6 journées, on va dire. Il y a 3 journées de tournoi, mais après, derrière, les journées d'entraînement, donc on peut même aller un petit peu plus loin. Donc il va falloir effectivement des bénévoles, et les bénévoles, ça va être des bénévoles. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu la chance d'aller à Glen Eagles, et des bénévoles, même d'Écosse, disaient comment est-ce qu'on fait pour venir vous aider, y participer à la fête et à la grande fête du golf. Donc on aura besoin de bénévoles, oui. Tout à fait. Arnaud Courtier, alors vous n'êtes pas très loin, la Fédération française de cyclisme, vous êtes au Vélodrome. Il y a eu les championnats du monde en 2015, qui est un souvenir formidable. 2016, ça va être en principe aussi une belle année, non, dans le cyclisme? Oui, ça va être une belle année, en tout cas on y travaille. Effectivement, en 2015, on a eu des championnats du monde, et c'est bien de le rappeler parce que
Ces championnats du monde ont été organisés seulement 1 an après l'ouverture du Vélodrome national. Ça était tout neuf. Exactement, et ça nous a permis de démontrer qu'il était neuf et parfaitement opérationnel. On a accueilli des cyclistes de haut niveau, des champions du monde entier, des records du monde qui sont tombés sur cette piste, qui donc en un événement a pu faire sa réputation sportive, des athlètes français qui ont performé, 5 médailles d'or pendant ces championnats du monde, et puis surtout ça a été la première véritable rencontre en fait, du public, et particulièrement du public saint-quentinois, avec ce vélodrome, qui est un véritable symbole de performance, mais aussi de communication, de lien social pour ces événements sportifs, mais aussi culturels, professionnels qui sont organisés. Et ça a, je pense, contribué largement effectivement à la venue régulière, quotidienne du public, des abonnés qui viennent faire pratiquer la piste, mais aussi les autres activités sportives qui sont organisées, que ce soit du badminton, de la gym, enfin il y a pas mal de choses au Vélodrome. Donc 2015, une année importante qui nous a permis d'installer ce vélodrome sur le territoire de Saint-Quentin et au niveau national bien sûr et international et on est plutôt content de ce qui s'est passé, c'était un vrai succès, donc on a un petit peu envie d'y retourner, donc nous travaillons d'arrache-pied avec le soutien de Saint-Quentin en Yvelines à accueillir en octobre, si tout se passe bien, du 19 au 23 octobre 2016 les championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Donc la même chose, un petit peu moins de pays, mais normalement un très très bel événement à la fin de l'année. Alors, Philippe Pilato nous disait, voilà, pour le golf, il y a des gens qui viennent voir. Alors, le golf, c'est peut-être un petit peu comme ça, plus éloigné culturellement que le vélo. Le vélodrome de Saint-Quentin, c'est évidemment un pôle d'excellence avec ses championnats, avec les champions. Mais tout le monde peut y venir et tout le monde y vient, non ? Absolument, tout le monde peut y venir, tout le monde y vient. On a la piste, bien, quoi. On l'a dit, oui. Il y a aussi la piste olympique de BMX, c'est important de le rappeler. Et on a toutes les semaines des baptêmes, on peut s'inscrire, même si on n'a jamais fait particulièrement de vélo, de compétition, de route ou autre, on peut s'inscrire, on peut venir découvrir la piste, que ce soit du BMX ou que ce soit la piste du vélodrome, on peut s'initier, et puis si ça vous plaît, on peut revenir après, on peut s'abonner, on peut venir pédaler. En fin de compte, tous les jours, il y a des sessions ouvertes au public avec des groupes de niveau, de débutants à confirmer, pour tous les âges. On peut pédaler tous ensemble. C'est le point commun du cyclisme et du golf, finalement, c'est que oui, c'est ça qu'on pratique toute sa vie, et on peut pédaler en famille, entre amis, comme pour le golf, qu'on peut pratiquer dans les mêmes conditions. Si je vous demandais un pourcentage de chances d'avoir le championnat d'Europe, vous pourriez en dire un ? Oh oui, je peux en dire un, je dirais 99,9 à peu près. Ah, c'est pas mal quand même. Voilà, c'est pas encore officiel, c'est pas totalement validé. On est en train de boucler le budget, mais on s'est très très bien engagé. Vous allez faire du vélo, Mustapha Lerbaoui, non ? En réalité, j'essaie de trouver maintenant le point commun, parce qu'ils ont un point commun entre eux. On va essayer d'en trouver un pour les trois. C'est que, voilà, en tous les cas, nous, dans la pratique du football, on essaye d'étendre également la pratique à d'autres sports, parce que les choses sont très complémentaires. Donc le vélo, bien évidemment, surtout en début de saison, on a besoin de courir, on a besoin de décrasser, on a besoin de relancer la machine en tout début de saison. Donc le vélo, on le pratique. Et concernant le golf, il est prévu des initiations et il y a déjà des projets en cours pour faire découvrir ce type de sport. Absolument. Voilà, je pense que la transversalité au niveau des sports, que ce soit le sport d'ailleurs ou la culture, c'est important, parce qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure de macroéconomie. On est dans la microéconomie. Oui, on est aussi sur le terrain. On est sur le terrain. Dans le sport, on est sur le terrain. Et ce qui nous importe, c'est quand même que nos enfants puissent découvrir des sports, de la culture, et en même temps, que s'ils quittent la moindre structure, qu'ils ne se déstructurent pas. Et la déstructuration est en effet un sujet du tissu social. Je disais que vous aviez été désigné comme Yvelinois de l'année, mais c'est pas un hasard. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour les résultats du Football Club de Trappes. C'est parce que vous faites un formidable travail au-delà avec le sport et grâce au sport d'éducation vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des jeunes à Trappes et dans la région de Trappes. Et c'est ça qui est aussi essentiel. Enfin, le sport, c'est évidemment la performance. On va avoir des grands champions, que ce soit au Vélodrome, que ce soit au Golf National. Mais on a aussi, c'est aussi une façon d'éduquer les jeunes. Et au fond, c'est ça votre particularité. Merci Patrice, surtout de pouvoir parler finalement des actions qu'on mène sur les territoires comme ceux de Trappes, essentiellement, parce que c'est là qu'on agit avec l'étoile sportive de Trappes. Mais alors, pour revenir sur l'Yvelinois, c'est parce qu'on a un bon réseau, parce qu'après tout, ça reste un club de plus de 1000 licenciés, donc beaucoup de votants, probablement plus de votants pour le club de foot vous le méritez, que pour éventuellement les restaurateurs ou autres personnes qui ont pu avoir un réseau un peu moins construit, un peu moins fourni. Donc c'est pas là la performance, c'est effectivement d'avoir été choisi d'abord par les Nouvelles de Versailles, choisi parce que
Beaucoup d'actions sont menées sur ce territoire, mais en réalité sur le département. Oui, c'est vrai que au-delà du sport, il y a une vraie vocation. Nous avons tous, toute l'équipe, une vraie vocation à élever le débat. Par exemple, on a été salué pour la mise en place de l'académie, alors pompeusement appelée l'académie. C'est ni plus ni moins que des classes de renfort en maths et en français. Donc on fait le ramassage scolaire de toutes les écoles du territoire, dans la ville de Trappes précisément. Et après l'école, après une journée complète, on va les chercher en bus, on leur propose un goûter qui rarement ne pourraient prendre s'ils étaient chez eux, clairement, hein, c'est eux qui le disent. Et après on fait du renfort maths français, et ensuite on enchaîne à l'école. Et souvent la question nous est posée, quel rapport finalement ces classes, quel rapport avec le sport, quel rapport avec le foot? Il y a un rapport déjà, c'est que le football est issu des London Schools, le football est issu des grandes écoles qui ont permis... Oui, au départ, c'est l'université. Oui, le rugby, probablement d'autres sports, je n'ai pas étudié les autres, mais clairement le sport, le football en particulier... Golf, c'est plutôt les bergers, je crois, mais enfin bon... oui, ça vient des bergers, oui, tout à fait. Et donc, c'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà, de grandes écoles, les élites. On a parlé tout à l'heure de pôles, d'excellence à Saint-Quentin, et probablement qu'au travers du football en particulier, c'est celui que je pratique, mais probablement d'autres sports et d'autres éléments de la culture, il y a moyen également de produire des choses, en tout cas de contribuer à l'élitisme, mais pas simplement pour avoir des élites, mais aussi pour contribuer à élever le débat et surtout sur les notions éducatives. Donc oui, le football, ça s'est vulgarisé depuis cette époque. C'est juste pour éviter la vulgarité maintenant qu'on essaye de revenir en essayant de muscler les fibres pour le coup musculaires, mais il y a également le tissu nerveux et la matière grise. Donc on essaye d'avoir des complémentarités par le biais du football, qui n'est jamais qu'un prétexte, sachant que nos enfants, ils aiment le foot, mais on leur ment pas. On leur dit pas que c'est qu'une activité, un jeu ou un loisir. On leur dit clairement, on est là pour jouer, on est là pour s'amuser, on est là pour apprendre, mais clairement aussi pour vivre ensemble. On a des choses à transmettre. En plus, mais on ne ment pas, on leur dit. Justement, on parlait tout à l'heure avec les élus des baisses de dotation. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez, vous, et dont vous souffrez? Est-ce que, parce que vous avez besoin évidemment d'argent pour faire ce rôle sportif et éducatif? Clairement, les élus en ont parlé, ça part d'en haut, ça part d'en haut, il y a des décisions qui sont en haut, et finalement, on est descendu jusqu'au niveau des collectivités locales, et nous sommes encore plus au souci du terrain, puisque par définition nous sommes les associations. Oui, clairement, j'ai perdu plus de 23 000 euros de subventions, ce qui représente plus de 15% du budget. C'est énorme. C'est énorme, oui. Les élus l'ont dit tout à l'heure que c'était colossal à leur niveau, ça l'est d'autant plus au nôtre, surtout qu'on essaye d'apporter plus encore avec beaucoup moins de moyens. L'académie, par exemple, elle est auto-financée, donc on est passé par le problème, par les emplois civiques. Et puis on fait des économies dans le club de la même façon. Mais au-delà des baisses de subventions, ce qui me gêne le plus finalement, c'est d'abord de bien connaître la règle. Ce qui est important pour nous, c'est comme des chefs d'entreprise, c'est que les règles, on les connaisse et qu'on s'y tienne. Donc une fois c'est la compétence des uns, une fois c'est pas la compétence des autres. On n'y comprend pas tout à fait, c'est pas très clair. Mais une fois qu'on comprend bien ce qu'on nous dit, on fait avec. Donc d'une part un problème de clarification de compétences. Alors moi j'ai cru comprendre que la comité d'agglomération, c'était pas sa compétence au niveau des clubs comme les nôtres, mais que c'était de la compétence au niveau du sport, des villes, de sport d'élite. Et on parlait tout à l'heure du golf et du vélo. On sait maintenant, donc on se rabat sur la compétence communale. Mais ce qui me gênerait encore plus, c'est le fait qu'il n'y ait probablement pas suffisamment d'évaluation de ces deniers publics dans nos collectivités, dans nos associations. Alors, c'est saupoudré, je vois bien qu'il y a des intérêts, à mon avis, de vouloir donner à tout le monde, la volonté, encore une fois, de satisfaire tout le monde. Je ne sais pas comment c'est évalué, je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que quand on se retrouve, on ne comprend pas bien. Et c'est de ça, moi, dont j'en ai le plus besoin. C'est qu'on vienne nous voir plus souvent, qu'on vienne évaluer ce qu'on fait, qu'on vienne nous aider tout simplement dans l'accompagnement. Je ne parle même pas d'argent. D'accord. Arnaud Courtier, ça fait quoi? Ça fait combien de temps que la fédération est à Saint-Quentin? La fédération est à Saint-Quentin depuis l'inauguration du Vélodrome national dans lequel elle est installée, donc depuis le 1er janvier 2014. Vous êtes content? Vous ne regrettez pas? Oui, non, pas du tout. On est particulièrement content, une fois encore, parce qu'on est installé au cœur même de ce Vélodrome, qui est un outil formidable.
Donc on est très content d'être là, on est très content parce qu'on est sur un territoire dynamique au niveau du tissu économique, au niveau de la volonté sportive, en atteste la présence du golf national, du vélodrome national. Et je voudrais ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit et sur les aspects économiques, c'est important de le dire que les grands événements que nous organisons, comme les championnats du monde, comme les championnats d'Europe, comme va l'être la Ryder Cup, sont des événements qui certes coûtent de l'argent à produire, bien évidemment, même si aujourd'hui on les produit de manière très très raisonnée, on est très prudent, mais c'est aussi pendant l'événement et à l'issue de l'événement des retombées économiques très importantes sur le territoire. On a à cœur de travailler avec des entreprises de Saint-Quentin en Yvelines, à travailler avec des Saint-Quentinois à tous les niveaux. Et ce sont évidemment des retombées économiques pour les restaurateurs, pour les hôtels, pour tous les gens qui vont travailler pendant ces événements. Et c'est assez notable. Philippe Pellato, évidemment, hein, il y a l'Open de France, mais la Ryder Cup, ça va être pour tous les hôteliers, même de toute la région, je suppose. Ça va être évidemment formidable. Enfin, un événement économique aussi, quoi. Oui, il va y avoir l'événement économique et effectivement par rapport à cela, ça va être formidable parce que par rapport au volume de personnes que ça va toucher, ce qu'il faut c'est quand même se représenter que pendant pratiquement une semaine, on aura l'équivalent d'un Stade de France qui viendra sur la ville de Guyancourt, en tout cas sur le site du Golf National. Et après, par rapport à cela, bien évidemment, ça va avoir des retombées. Surtout, ce qu'il faut voir aussi, c'est que on va avoir une énorme visibilité sur le territoire parce que ça touche, c'est pratiquement 1,5 milliard de téléspectateurs, c'est 185 pays qui vont être touchés par la Ryder Cup. Donc en plus des retombées bien évidemment économiques, il va y avoir cette notion de visibilité qui ensuite permettra de pouvoir continuer justement à faire en sorte à ce que le site y vive, parce que le but du jeu c'est qu'on a la Ryder Cup, mais le but du jeu c'est de continuer à faire vivre le site et notamment le Golf National après cette Ryder Cup, et c'est ce qui est vraiment très, très challenging, on va dire, par rapport à cela, quoi. Vous êtes impatient d'arriver à 2018 ou... Oui, on est plus que dans les starting blocks. On a commencé à démarrer la course, mais c'est du boulot, hein? Oui, c'est du travail, mais c'est un travail exceptionnel. C'est-à-dire que c'est participer à l'événement golfique planétaire le plus prestigieux. Donc, par rapport à ça, on a une équipe qui est derrière, on a une équipe qui est motivée. Les collaborateurs sur le terrain qui travaillent justement à l'amélioration de la qualité du parcours sont vraiment très très impliqués par rapport à cela, parce que c'est quelque chose qu'on vivra qu'une seule fois dans notre vie. Oui, malheureusement. Oui, non, mais tout à fait. Et puis après, au-delà de ça, on a quand même une notion de développement du sport, de développement du golf. On a, comme le disait tout à l'heure Moustapha, on travaille également au Golf National de façon par rapport à la mixité, on fait venir des jeunes issus de milieux défavorisés via la Fondation Lacoste, de façon... qui fait un travail formidable, absolument. Oui, qui fait un travail formidable. Et le but du jeu, c'est vraiment de faire découvrir ce sport à des jeunes qui ne seraient jamais venus d'eux-mêmes à le pratiquer. Merci beaucoup à tous les trois et bon championnats d'Europe, on va dire, qui sont là, hein, pratiquement. Merci. Il y a le sport, il y a aussi la culture qui est importante. Ça va d'ailleurs ensemble, hein, assez souvent. En tout cas, c'est aussi un facteur d'éducation. On va en parler maintenant. Vous savez qu'au mois de janvier, il y a eu beaucoup de morts, malheureusement, dans le domaine culturel en France, et notamment un grand écrivain qui était Michel Tournier, qui vivait dans un presbytère dans les Yvelines. Il avait été interviewé il y a quelques années, alors, quand il était encore en pleine forme. On va l'écouter, puis on va parler de culture avec mes prochains invités. On est chez moi parce que j'habite le presbytère de Choiseul depuis 45 ans et j'y ai écrit tout ce que j'ai publié et c'est devenu une partie de moi-même, cette maison. On se rend compte que vous faites partie du patrimoine maintenant. Mais j'espère, enfin pas trop, parce que ça a un côté un petit peu funèbre, de faire partie d'un patrimoine vivant. Oui, c'est ça, provisoirement. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, votre maison pourrait être le lieu d'un culte, d'un pèlerinage? Oui, j'espère que non, mais si c'était le cas, eh bien, c'est pas grave. De toute façon, un presbytère est une maison très honorable, et je l'ai laissé, je n'y ai pas touché. Je l'ai laissé tel quel. Michel Tournier, l'auteur notamment du Roi des Aulnes, qui habitait ce presbytère dans les Yvelines. Alors, on va parler de culture maintenant avec vous, Lionel Massetta, qui dirigeait le théâtre de Saint-Quentin, avec Sabine Cossin, qui dirigeait le Prisme, et avec Marc Almond-Gravez, qui nous fait l'honneur, le plaisir de nous accueillir dans une de ces salles de l'UGC. Alors,
Peut-être un mot, d'abord il faut quand même en reparler. Il y a eu le 13 novembre, qui a été évidemment un attentat terroriste terrible, dans une salle qui était une salle de culture, de spectacle. Est-ce que vous avez l'impression que ça a eu une conséquence ? Alors, non seulement évidemment peut-être sur la peur d'un certain nombre de gens de venir dans des salles publiques, mais peut-être d'envie. Est-ce que vous avez ressenti un contre-coup de ces attentats ? Lionel Meseta ? Écoutez, il y a des vues objectives de la chose et des vues plus subjectives de la chose. Donc la peur est une vue, on va dire, subjective. Il y a une réalité, c'est que dans les théâtres privés, dans les salles privées, il y a eu une baisse, et les chiffres sont tombés, de 30% de la fréquentation par rapport à la saison dernière. Dans les théâtres publics, et je pense notamment dans les théâtres publics en dehors de Paris, mais à Paris je pense que c'est à peu près la même chose, mais en dehors de Paris, il y a la baisse de fréquentation a été beaucoup moins sensible. C'est d'ailleurs assez étonnant. Alors s'il y a une très légère baisse de fréquentation, des personnes qui avaient acheté leur place mais qui n'ont pas voulu venir, mais qui restent assez minimes. Après, on a mis en place des mesures de sécurité à l'entrée des théâtres, à l'intérieur du théâtre, de façon d'une part à faire de la prévention et d'autre part à rassurer également les spectateurs pour dire que l'on tenait compte de cette peur qu'ils pouvaient avoir. Mais il n'y a pas eu dans les théâtres publics, en tout cas à la scène nationale, de véritable baisse. Je crois que l'impact, en revanche, de ces attentats du 13 novembre est aussi une réflexion qui a été induite par ces attentats sur quel est le rôle des théâtres publics, des théâtres en général et de la culture. De la culture généralement. Et je pense que ça nous pose une véritable question sur le travail que l'on fait et le sens que l'on met dans le travail que l'on fait. Oui, parce qu'on l'aboutit, pardon, je vous donne la parole tout de suite, Sabine. C'est vrai que c'était aussi des attentats contre un art de vivre et contre d'une certaine façon notre culture. Oui. Sabine Cossa, vous avez Oui, mais c'est à cet endroit-là que j'avais envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Lionel, donc sur l'étude des comportements des gens. Mais ce qui est évident, c'est que les théâtres qui sont peut-être à l'extérieur de Paris, c'est un théâtre de proximité. On a beaucoup parlé de la proximité sur la toute première partie de votre émission, Patrice. Et donc, nos théâtres établissent un vrai lien avec la population. Nous avons énormément d'abonnés, par exemple. Donc l'abonné vient une fois, 2 fois, 3 fois. Par rapport à cette attaque sur une salle de spectacle, une attaque de la culture, de ce qui peut unir les gens et de ces phénomènes de partage, du vivre ensemble qu'on a cité aussi précédemment, eh bien, nous, on a clairement senti au Prisme que d'abord c'était chez eux, et qu'ils avaient envie, pas de le revendiquer, mais ils étaient chez eux et on ne leur enlèverait pas. Et je voudrais ajouter juste quelque chose. C'est beau ça. Oui, on ne l'enlèverait pas. Non, mais ça, c'était très clair. Ouais. On a discuté beaucoup avec les gens avant les spectacles, après les spectacles. Et je suis intervenue parce que nous, on a été obligés d'annuler le 14 novembre Roberto Fonseca, le concert de Roberto Fonseca, ce pianiste cubain génialissime, et Fatoumata Diawara, qui est une malienne. Et on l'a rejoué le 23 novembre parce que d'abord, Roberto tenait absolument à se jouer parce qu'ils étaient à la Philharmonie le 13. Et une fois qu'ils ont eu fini de jouer à la Philharmonie, ils ont découvert toute l'horreur au Stade de France, puis toute cette horreur que vous citiez tout à l'heure. Et avant le concert, j'ai donc pris la parole et c'est vrai que j'ai dit une chose qui était, je la pense sincèrement, c'est que l'éducation, la culture, le développement de la pensée sont sans aucun doute les armes les plus puissantes pour défendre notre monde de liberté. Moi, je pense que nos spectateurs, ils en sont totalement conscients et qu'ils y tiennent, quoi. Marc Alban-Gravès, vous avez senti, vous aussi ? Alors nous, c'est vrai qu'on a un double aspect, c'est qu'on a une salle de spectacle nous aussi, dans un centre commercial, donc il y avait un double impact où les gens avaient peur d'aller dans les centres commerciaux et en plus d'aller dans une salle de cinéma, entre autres. Donc c'est vrai que nous, on avait été fermés le samedi, comme beaucoup de salles et comme beaucoup de centres commerciaux, mais je sais que dès le dimanche, j'ai voulu absolument ouvrir. J'avais prévenu Michel Laugier que je voulais ouvrir parce qu'on avait normalement une avant-première, une équipe de film, donc l'équipe de film a décommandé, mais je voulais faire l'avant-première pour vraiment dire on est ouvert, parce que c'est un lieu symbolique, je voulais ouvrir, et les gens étaient là dès 9h30 du matin, je les ai accueillis à 9h30 du matin, et les gens sont venus en disant on a besoin de se changer les idées. Et beaucoup de gens, alors je ne dis pas qu'il y en avait non plus beaucoup, mais il y avait un certain nombre de gens qui nous ont remerciés d'avoir fait l'effort de rester ouverts malgré les craintes, malgré
où il y avait quand même beaucoup d'incertitudes le dimanche matin encore. Et ils nous ont remercié de dire, voilà, c'est symbolique, vous êtes ouverts, et c'est comme ça que moi je l'ai pris. Et après, pour répondre à votre question, oui, on a eu une baisse significative de la clientèle, notamment sur la première semaine, contrairement à d'autres spectacles comme le théâtre ou d'autres où les gens réservent. Nous, ils peuvent se dire, on peut revenir dans une semaine, 15 jours, immédiat. Les films vont rester. Et heureusement qu'il y avait des films forts, notamment à Star Wars quelques semaines après, où les gens avaient une véritable envie de ressortir, de ressentir des émotions, de ressentir... voilà, on parlait d'art de vivre, on parlait d'un certain nombre de choses. Ils sont revenus en masse rapidement au mois de décembre. Voilà, on a eu une petite période de latence où c'était plus compliqué. Alors, pardon, je vais parler un petit peu de théâtre, mais après on va donner les grands événements qui seront là en 2016. Mais il y a une chose qui m'a toujours fasciné, que ce soit au Théâtre de Saint-Quentin, que ce soit au Prisme, c'est que vous proposez des spectacles qui sont des spectacles exigeants, souvent, et vous arrivez à attirer une population dont on se dit que ce n'est pas forcément la première population qui est attirée par la culture. Comment vous réussissez ce pari absolument incroyable et presque impossible ? C'est peut-être toute la différence entre les théâtres publics et les théâtres privés. Et ce qui justifie également les subventions publiques que perçoivent les théâtres comme la Scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines. C'est-à-dire que notre travail ne consiste pas uniquement à programmer des spectacles, avec une grande diversité, un grand spectre esthétique, artistique. Il consiste aussi à être sur le terrain quotidiennement. C'est-à-dire que dans le travail de la Scène nationale, il y a ce travail de programmation qui représente, alors je vais en faire à la louche, qui représente 50% de notre travail. Les 50 autres % de notre travail, c'est d'être sur le terrain en permanence. Quand je dis nous, c'est l'équipe du Théâtre de Saint-Quentin, mais également les artistes. C'est-à-dire que ce sont les artistes qui sont sur scène. Et les artistes qui interviennent dans les écoles, mais pas uniquement dans les écoles, mais également dans le milieu associatif, dans les structures sociales, qui sont là pour porter cette parole, pour faire que l'on puisse parler sur un pied d'égalité avec un artiste, pour faire que l'on vienne découvrir des œuvres. Il y avait au Théâtre de Saint-Quentin une représentation de Réparer les vivants, une mise en scène de Sylvain Maurice, du texte de Maïlis de Kerangal. Après le roman, oui. Il y a quelque chose qui est à la fois réjouissant et qui continue à me fasciner, c'est qu'il y avait dans la petite salle, sur les 300 personnes, c'était archi plein, sur les 300 personnes, il devait y avoir une centaine de lycéens. Donc il y a cette diversité générationnelle, il y avait un silence absolument religieux. C'est-à-dire que le but n'est pas uniquement d'amener des populations, y compris des populations jeunes, on parlait de populations défavorisées dans le théâtre, c'est faire aussi en sorte qu'elles soient en capacité de recevoir les œuvres. Mustapha Larbaoui parlait tout à l'heure. Et c'est un peu la même chose. Et en fait, je reconnaissais totalement le rôle d'un théâtre public dans le discours qu'il tenait. Et c'est souvent, d'ailleurs, vous parliez des lycéens, mais c'est souvent les jeunes qui amènent aussi leurs parents. Il y a un système, effectivement, à la Scène nationale de parents accompagnateurs, ça aussi c'est réjouissant. C'est-à-dire que tous les enfants qui sont en projet avec la Scène nationale, que ce soit des projets musicaux, des projets théâtraux ou chorégraphiques, peuvent amener leurs parents pour des tarifs modiques, ce qui fait que on retrouve dans le théâtre des parents accompagnateurs qui sont là, qui représentent, on va dire, 1000 personnes chaque saison, à qui il est possible d'avoir accès à des œuvres qu'elles ne seraient certainement pas naturellement venues voir. Bien sûr. Sabine Cossin, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'au fond, les gens qui viennent, ils ont l'impression qu'ils sont chez eux, que c'est leur maison. Oui, voilà. Et un projet comme celui du Prisme, qui est Centre de développement artistique, propose énormément de rencontres et la médiation dont parlait Lionel entre les artistes et la population. On travaille beaucoup, effectivement, avec les établissements scolaires, mais on propose également des projets participatifs au cœur duquel est l'artiste et les habitants de Saint-Quentin en Yvelines qui ont envie d'y participer, de la danse, du théâtre. Mais le principe est que quand on travaille par exemple en milieu scolaire, c'est l'enfant qui est au cœur du projet. C'est-à-dire que du coup, il y a une résidence d'artistes dans l'établissement scolaire, ça va toucher 10 classes. C'est l'enfant qui est au cœur parce que c'est grâce à son enseignant, et il ne faut surtout pas l'oublier, la mobilisation des enseignants dans les activités que l'on peut proposer avec les artistes. Et l'enfant, lui, il va revenir dans sa famille. Il va valoriser son école par rapport à sa famille va être valorisée par ce qu'il fait, puisqu'il y a toujours des restitutions, des rencontres sur les propos. Et à nous, tel que le disait Lionel, lieu de vie, lieu d'action. Effectivement, s'il y a dans des missions qui nous sont confiées de l'argent public qui nous est confié, c'est bien pour qu'il soit au plus large de la population et dans sa diversité.
Eh bien, à partir de ce moment-là, à nous de proposer, comme des ateliers de danse en famille, ce que le Prisme fait le samedi, ces projets participatifs auxquels je faisais référence, des conférences, des pianos-bars, tout ce qui va tisser une relation qui va aller plus loin vis-à-vis de la culture et de l'artiste. Marc-Alban Gravez, dans le cinéma, il y a une action comme ça qu'on peut faire Il y a des actions récurrentes et que nous organisons. Je me rappelle l'organisation du festival qu'on avait lancé au mois de novembre, où il y avait une partie grand public, il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient associés, et on avait une première, le vendredi, toute une journée dédiée aux scolaires, où de nombreux collégiens, lycéens étaient venus débattre avec des producteurs ou des réalisateurs. On avait le projet un peu fou, mais ça n'a pas pu se réaliser, de faire une liaison en direct avec la base du Mont d'Urville pour pouvoir échanger avec les chercheurs là-bas. Donc voilà, on est toujours dans cette recherche d'associés, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. On a reçu Omar Sy qui a invité un certain nombre de ses amis de Trappes, où il y avait à peu près une centaine d'invités dans la salle. Donc il y a tout ce lien, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec des milieux un peu plus défavorisés, que l'on traite différemment d'une scène vivante ou autre, mais qu'on essaye de traduire tout au long de l'année. Il y a eu un festival, alors malheureusement ça a été au moment des attentats, qui était le festival 50 ans sur les documentaires. Il y aura une deuxième édition ? Écoutez, j'espère qu'il y aura une deuxième. Tout est fait pour. On va avoir une première réunion là, dans les jours qui viennent. On espère en associer mes deux collègues qui sont à côté de moi pour reproduire quelque chose qui avait fortement bien marché pour la première soirée, vu qu'on avait accueilli presque 500 personnes pour le film Demain de Cyril Dion. D'ailleurs, il avait débattu avec le public. On avait vu aussi d'autres documentaires. Donc voilà, le but du jeu, c'est de pérenniser, de faire rentrer d'autres acteurs du territoire pour ancrer ce festival entièrement dans 50 ans en Yvelines. Alors, assez vite, parce que malheureusement le temps nous presse, les grands événements dont vous attendez beaucoup cette année, on va commencer par Sabine Cossin. Allez. Alors, on va aller vite, comme ça, après je laisserai la parole à mes collaborateurs, mes collègues. Peut-être théâtre, avec des grands... Vous parlez des spectacles à venir. Bien sûr. Alors moi je vais vous parler jusqu'à fin juin 2016, puisque nous arrêtons, c'est saisonnier, donc on part de septembre à juin. Donc peut-être quelques grands textes, le Novecento, avec Dusselier a pris à bras-le-corps, donc c'est Alessandro Baricco qui a écrit ce magnifique texte très poétique. Ensuite, un autre qui n'est absolument pas dans le même registre, c'est Inconnu à cette adresse de Taylor Gressman. Voilà. Et puis, une fidélité avec un grand monsieur de la danse, Jean-Claude Galota, puisque voilà, on est très liés. C'est un monsieur, ce que j'appelle les artistes de l'altérité, c'est les artistes ouverts aux autres, très attentifs, ne s'enfermant pas et ayant besoin de se nourrir au contact des autres. Et donc, il est fasciné par l'étranger d'Albert Camus. Ah oui. Voilà. Donc c'est une danse sur l'étranger. Oui, une danse sur l'étranger qui sera un bon moment aussi. Puis on va finir par un petit coup de cœur, des découvertes, bien que pour nous elles soient déjà connues, mais pour le public. Oum, qui est une très belle femme du désert marocain et qui chante dans la tradition, mais qui du coup s'est beaucoup ouverte aux sonorités du jazz, aux sonorités des Caraïbes, de la musique cubaine, et nous fait un mixage de toutes les cultures et donne vraiment un concert d'une grande générosité. Lionel Massetta ? Moi j'ai toujours beaucoup de mal à faire des choix, à dire quels seront les temps forts. Je pense que la saison est aussi un temps fort. Toute la saison est forte. Et puis non, c'est surtout que la saison est conçue comme un parcours pour différentes possibilités de parcours pour les spectateurs. Donc je parlerai de deux œuvres qui vont être jouées dans pas très longtemps, au mois de février à Saint-Quentin. La première, je crois que c'est le 19 février, La Petite Renarde Rusée. Voilà. On parlait d'initiation à la culture. La Petite Renarde Rusée, c'est une œuvre de Janacek qui, je pense, a dû être composée aux alentours de 1920. Une œuvre qui est d'une immense richesse, d'une grande diversité, qui a été mise en scène par une jeune metteuse en scène qui s'appelle Louise Moati, avec tout un travail visuel, de dessin, d'incrustation qui sont faites en direct. Et c'est typiquement le genre d'œuvre, d'une part œuvre remarquable, remarquablement interprétée et mise en scène, qui sont un régal et pour les yeux et pour les oreilles, et où on peut amener des jeunes spectateurs à découvrir l'opéra.
Voilà, ça c'est à découvrir. Ouais. Je pourrais parler également d'une pièce, un texte qui a été écrit à peu près vers la même époque, ça doit être en 1920-1910, par Claudel, c'est L'Annonce faite à Marie. Comme quoi, le rôle du théâtre, c'est aussi d'actualiser des textes qui ont un peu plus d'un siècle. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les découvrent aussi, ces textes-là. Il y a beaucoup de gens qui les découvrent, et surtout de les faire découvrir de façon un peu différente. Donc ce texte qui est ce qu'on appelle un mystère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très mystique dans ce travail, comme dans toute l'écriture de Paul Claudel, a été réadapté par Yves Bonnen, un metteur en scène, qui en a fait une œuvre quasiment musicale, où on va dire que la musicalité du verbe claudélien voisine à côté de la musicalité des œuvres de Camille, d'un jeune compositeur qui s'appelle Camille Rocailleux. Voilà aussi deux façons d'aller vers une culture on va dire classique, une culture de répertoire qui est remise au goût du jour. C'est de très belles occasions de découvrir ces œuvres-là. Voilà, je n'irai pas plus loin. Oui, je juste voulais ajouter une petite chose importante. C'est Lionel Massetta a cité 2 metteuses en scène ou metteurs en scène. C'est important. Nous, au Prisme, on essaye de s'attacher à la parité. On essaye de s'inscrire dans les parités saison homme-femme. On n'y arrive pas à mettre 50% d'hommes, 50% de femmes. En plus, c'est des rangements, franchement, qui ne sont pas très, très pratiques. Mais par contre, soutenir des projets de femmes, de production féminine pour essayer de remonter un peu cet équilibre-là. C'était juste cette petite incise que je voulais faire, qui n'est pas pour les défendre, qui est juste pour, pour valoriser la parité. Voilà. Marc Allemand Nous, c'est vrai qu'on a une activité très riche tout au long de l'année. Là, je vois, la semaine prochaine, on va recevoir l'équipe de film de Joséphine Sarondi avec Marie-Lou Berry. On essaye de redévelopper, de refaire revenir beaucoup d'acteurs. Comme je vous disais, la semaine dernière, on avait Omar Sy et tout fin décembre, on avait Josiane Balasco qui sont venus ici. Donc c'est vrai qu'on a une activité assez riche avec naturellement tous les gros blockbusters américains qu'on connaît. Je ne vais pas vous en faire la liste. Par contre, c'est vrai que là, tout début février, le 11, on a le Trou Vert qu'on va diffuser en direct de l'Opéra Bastille. Et c'est vrai qu'on parlait des jeunes aussi, et on remarque de plus en plus de jeunes qui viennent, on va dire, s'initier. Je ne sais pas si s'initier ou découvrir sur les opéras, et notamment une proportion importante sur les ballets. Je pense que les jeunes sont peut-être plus, ou les jeunes filles peut-être plus attentifs au ballet, mais sinon voilà, on a une activité très très riche, et puis il y a les vacances scolaires qui arrivent, avec des choses un peu plus exotiques, comme on aura l'équipe de Pattaya, donc ça c'est nettement plus exotique on va dire, sûrement avec Gad Elmaleh ou autre. Voilà, nous on a une activité très riche tout au long de l'année, avec des gros blockbusters qui vont sortir naturellement. Et on finira sur la fin de l'année par un spin-off de Star Wars qui sera Rogue Leader, où là aussi, en fin de compte, ils vont ponctuer jusqu'à 2020 un épisode ou un spin-off de Star Wars pour ponctuer jusqu'à 2020. Donc voilà, on a de l'actualité riche qui nous attend toute l'année. Donc voilà, il y a de quoi venir au théâtre, venir au cinéma. Merci à tous les trois, et j'ai envie de vous dire aussi bravo, parce que ce que vous faites est absolument formidable. Merci, et voilà, l'émission est terminée. J'espère vous avez un petit peu appris sur ce qui va se passer, ce qu'on peut prévoir de ce qui va se passer en 2016. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de PAF.